Bonsoir, mesdames et messieurs. Je me présente. Mon nom est Raphaël Ovington, président de la Société historique de la Côte-Nord. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici dans l'enceinte du Carrefour Maritime pour la présentation d'une conférence que M. Pierre Caron a accepté de nous livrer d'une manière très spontanée quand on l'a approché. Alors, c'est ça. La Société historique présente cet été une exposition qui souligne la fin du 20e anniversaire des fouilles. Donc, on présente une exposition cet été qui s'appelle Phipps, Vestiges de tempête, et qui souligne le 20e anniversaire de la fin des fouilles sur l'épave de Elizabeth and Mary à Baie-Trinité. Évidemment, les fouilles sont terminées depuis 20 ans, mais le travail, de restauration, lui, se continue depuis 20 ans également. Donc, on a présentement à la Maison du patrimoine de Baie-Comeau quelques beaux spécimens qui ont été tirés de l'eau. Et puis, il y a certaines personnes dans la salle qui ont même plongé et qui sont allées en chercher ces spécimens-là. Je ne les nommerai pas, mais j'en vois un au fond là-bas. Donc, on a décidé, d'ajouter un programme, autour de l'exposition, un programme d'animation. On s'est dit, bon, comment c'est arrivé? Comment Phipps, comment ce navire-là a pu couler? Alors, on a eu l'idée, de demander à M. Caron de préparer une conférence, dont vous voyez le titre, Les obstacles à la navigation dans le Golfe et sur le fleuve Saint-Laurent d'hier à aujourd'hui. Et je voulais vous dire aussi que cette conférence-là, on la souhaitait parce que bientôt, Baie-Comeau va accueillir les grands voiliers. Donc, du 14 au 16 juillet, le rendez-vous 2017 se déroule ici à Baie-Comeau et ça va être une grande fête parce qu'on est au bord d'un immense fleuve avec un quai, qui a donné naissance à la ville, qui a stimulé la naissance de la ville. Voilà. Je vais vous présenter un petit peu nos conférenciers. Pierre Caron, je pense que vous le connaissez tous. Il est d'ailleurs président d'honneur du rendez-vous 2017. Il est également vice-commodore du Club nautique de Baie-Comeau. C'est un ingénieur de formation, donc il a fait sa carrière dans le domaine des affaires publiques et du secteur maritime. Il navigue depuis 1971, donc il a une expérience de plus de 40 ans, 46 ans, et dont 28 dans le golfe Saint-Laurent. Il a participé avec Marielle à Marie-Claude, son navire, son voilier, à deux reprises en Scandinavie, au rendez-vous de Scandinave, c'est ça? Pierre-Philippe Landry, vous le connaissez également, c'est un éducateur de carrière qui a travaillé longtemps à la Société historique, qui est toujours impliqué. Alors, il navigue depuis 20 ans. Il fait partie de l'escadrille canadienne de plaisance. C'est un formateur où il fait de la formation. C'est un formateur de carrière. Il donne des cours de météo. Il est bachelier en enseignement de la physique. Et c'est aussi un officier pour les courses de voile du Club nautique. Alors, sans plus prendre de temps, je voudrais aussi remercier le Club nautique et la ville de Baie-Comeau, d'abord pour nous prêter ce local, et le Club nautique pour avoir accepté de participer avec la Société historique à l'organisation de cette conférence. Alors, je vous laisse entre les mains de nos deux conférenciers. Et si vous avez des questions pendant la conférence, vous pourrez lui poser. Parce que des fois, on oublie, rendu à la fin, qu'on avait telle interrogation. Merci. Alors, merci Raphaël de cette belle présentation. Les obstacles à la navigation dans le golfe et le fleuve Saint-Laurent d'hier et aujourd'hui. En fait, on va en traiter de 8 de ces obstacles-là. Je pense que Pierre-Philippe, tu peux les mentionner en ouverture. Oui. Alors, ce serait les navires, oui, la circulation maritime à travers le temps, les instruments de navigation, la météo, les courants, les glaces, les vents, les hauts fonds. Voilà. Et voilà. Et on commence avec les navires. Les navires. Autrefois, la circulation maritime était faite par des navires naviguant à la voile. Alors ici, vous avez la photo du Victory Nelson, qui était un long courrier qui naviguait dans les mers du Sud et qui venait quelquefois ici à Québec. Ces bateaux-là, de cette grosseur-là, avaient des canonnières. C'était des bateaux qui étaient aussi ils faisaient la guerre en même temps. Ils transportaient du matériel, mais ils faisaient la guerre. Alors, on l'a vu sur le Saint-Laurent, pas nous, mais dans les années 1700, c'est des bateaux qui ont croisé le Saint-Laurent. Maintenant, ces bateaux-là n'étaient pas tellement rapides et alors on avait un souci de productivité et de rentabilité, ça fait qu'on les a remplacés par les Windjammer américains et les Clippers. Alors, c'est ceux-là qu'on a vus dans le Saint-Laurent au cours des années 1700-1800, principalement. Et il va y en avoir ici à Rendez-vous 2017 qui vont venir avec nous. Il y en a un qui va s'apparenter à celui-là, c'est le Guayas, un voilier de 44 mètres qui va être ici au poste numéro 3, le 15 et le 16 juillet. Alors, c'est un navire militaire qui provient de l'Équateur. Alors, il va y avoir des cadets à bord et puis vous allez pouvoir le visiter. Bon. Alors, autrefois, la circulation maritime, c'était les goélettes.
Au cours des années, ça a changé. La disparition du cabotage s'est faite au profit des camions, à cause de la structure de navigation sur le fleuve. Non pas que la méthode fluviale devenait désuète, mais parce que la demande pour ces services diminuait pour des motifs de grande efficacité, principalement au niveau des entreprises. Alors, on sait que Bécomo, ici, a été construit principalement avec des goélettes. Les matériaux étaient fournis à l'usine de Québec-North-Shore. Les maisons ont toutes été construites, en la plus grande partie, avec des matériaux des goélettes dans les années 36-37. Alors, avec il faut se rappeler que la méthode juste à temps a été mise en place dans les années 70. Quand on parlait de ça dans les industries, ça veut dire que les taux d'intérêt avaient tellement monté à cette époque-là, entre 75 et 80, qu'il devenait impératif de s'approvisionner juste à temps dans les usines et de livrer nos marchandises le plus rapidement possible pour pouvoir faire de l'argent. Alors, à ce moment-là, il y a eu des pressions faites pour améliorer la route 138 et la mise en service du bateau-rail en 1978. Et tous ces éléments-là ont fait que le cabotage sur le Saint-Laurent a tombé à presque nul. Parce que Bécomo, ici, il ne faut pas se le cacher, a été un endroit où il s'est fait le plus de cabotage dans le Saint-Laurent. À partir des goélettes qui étaient construites à Saint-Joseph-de-la-Rive, à Lillette, un peu partout. Et ces goélettes-là acheminaient les provisions à Bécomo et en retour, on expédiait du bois d'œuvre, pas du bois d'œuvre, mais de la pitoune dans les usines de transformation de pâtes et papiers situées dans le coin de Trois-Rivières et de Québec. Ça me rappelle Pierre. Ces goélettes-là allaient aussi sur le dernier voyage à l'automne à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis ils laissaient des traces sur le bord du fleuve. Ils se faisaient gronder par les curés. Oui. Le cabotage, c'est le transport par bateau d'un point à l'autre le long des côtes. C'est comme ça qu'on peut l'exprimer. Il y a eu du cabotage sur le côté américain, il y a eu du cabotage sur le côté canadien. C'est des marchandises qui transitaient sur le bord des côtes, partant de Montréal, Bécomo, Québec, Sept-Îles, ainsi de suite. On ne parle pas de cabotage quand on parle de transatlantique. Alors, de nos jours, les navires qui sillonnent le Saint-Laurent sont de forte taille. Comme vous le voyez, ils transportent des grandes quantités de produits de consommation à l'extérieur du pays, relient les grands lacs au port de transportement le long de la côte. On a ici, par exemple, à Bécomo, cet exemple-là. Les installations de Cargill Grain sont alimentées à partir des grands lacs avec des Lakers, qu'on appelle, qui proviennent, par exemple, du lac supérieur avec des chargements de grains, viennent livrer ça ici, retournent à cette île, prennent du minerai de fer et retournent sur les grands lacs. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui sur le Saint-Laurent. Alors, aussi, il y a des traversiers qui traversent d'un bord à l'autre du Saint-Laurent. Autrefois, il était hasardeux, voire dangereux de circuler à la voile dans le golfe Saint-Laurent et dans le fleuve. Les navires du passé de faire face à des contraintes de brouillard et de grand vent à partir de l'entrée dans le golfe et dans l'estuaire du Saint-Laurent. Le brouillard était causé principalement par le contact des eaux froides avec l'air chaud dans l'estuaire et dans les eaux chaudes du Gulf Stream et l'air froid sur les bancs de Terre-Neuve. Alors, à ce moment-là, formation de brouillard. Que ce soit le chaud et le froid qui se rencontrent d'une façon ou d'une autre, que ce soit l'eau ou que ce soit l'air, il y avait du brouillard. Alors, c'est pour ça qu'il y a tellement de naufrages qu'on a répertoriés dans le golfe Saint-Laurent. Je vais vous en citer quelques-uns. Ainsi, par exemple, à Saint-Pierre-Miquelon, on en a répertorié 343 naufrages de 1837 à décembre 1959. Un peu plus loin, à l'île Saint-Paul, voilà l'île Saint-Paul avec le CS Aquilon, qui n'est pas en naufrage, mais qui a bien navigué là. C'est le voilier de Pierre Woodrow. À l'île Saint-Paul, qu'on appelle le cimetière du Golfe, qui est à l'entrée du golfe Saint-Laurent, qui est situé à 17 000 du Cap-Breton et à 40 000 de Port-au-Basque à Terre-Neuve. Alors, en plein milieu de l'entrée du golfe, on a répertorié 350 naufrages. C'est une île qui a 1 000 de large par 3 000 de long. Fait que vous pouvez vous imaginer qu'il y a du naufrage autour de cette île-là. C'est un cimetière de bateaux. Et voilà l'île Saint-Paul. Ces énormes falaises tout le tour la rendent inabordable. Alors les gens qui étaient là mouraient
Il n'y avait pas le choix. Il n'y avait pas grand-chose à faire que de monter ces falaises-là. Alors, c'est une partie des naufrages qui ont été identifiés à l'île Saint-Paul. Les épaves autour de l'île, il y a beaucoup qui ne sont pas identifiés. Il y a quelques marins qui y vont. L'accès à l'île est interdit par le gouvernement. Par contre, il y a des gens qui vont faire de la plongée sous-marine autour et qui ont sorti des artefacts. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure l'île Saint-Paul était si vulnérable dans les courants maritimes. Quand on présentera une carte tout à l'heure, je vais vous montrer la circulation. Alors, un peu plus loin, à Saint-Pierre-Miquelon, 343 naufrages. Ça, c'était de décembre 1937 à 1959. Un peu après ça, les îles de la Madeleine, 713. Anticosti, 138 de 1870 à 1880. Ça, c'est sur une période de 10 ans. Alors, Anticosti, vous allez comprendre pourquoi Anticosti a été si touché par les naufrages un peu plus loin. Ensuite de ça, si on s'en va un petit peu plus loin, à l'île aux Œufs, 7 à 8 navires de la flotte Walker, au-delà de 1200 personnes sont décédées là. De Pointe-aux-Anglais à Pointe-des-Monts, 84, dont l'Elizabeth and Mary en 1690. Bon an, mal an, 4% de la flotte des bateaux qui rentraient dans le Saint-Laurent se perdaient sur des récifs à quelque part. Fait que c'était nombreux. Il y avait des fois 2000 bateaux qui pouvaient signaler le Saint-Laurent à cette époque-là. Alors, plus tard, les marins de l'époque ont manifesté une plus grande prudence en naviguant sur le Saint-Laurent et dans le Golfe. Ainsi, la navigation se faisait de jour, en l'absence de brume. Les navires s'abritaient derrière les îles et dans les baies lors du mauvais temps. Ils sillonnaient le Golfe pour rentrer au gré du vent. Aujourd'hui, la circulation maritime ne se préoccupe pas beaucoup des contraintes imposées aux navires à voile dans ce secteur. Alors qu'il y ait du vent ou qu'il y ait de la vague, ça passe partout. Puis avec les instruments de navigation, il n'y a aucun problème. Alors, aujourd'hui, dans les instruments de navigation modernes, on a les cartes. Je vais présenter la carte 1236. Aujourd'hui, les couloirs maritimes sont très bien identifiés sur les cartes. Les navigateurs commerciaux ou plaisanciers savent, par exemple, que ces lignes-là qui sont en magenta représentent les couloirs de navigation préfixés par le gouvernement. Alors, sur chaque côté de la ligne magenta, il y a un courant. Vous voyez les flèches qui descendent. Alors, ça, c'est le couloir de navigation pour les bateaux qui partent, par exemple, de Montréal et puis qui s'en vont vers l'Europe. Alors, il y a une bifurcation ici, au large, et il y a les bateaux qui s'en vont vers l'Europe, et il y a ceux-là qui s'en vont vers le détroit de Belle-Île, dans l'autre direction. Les bateaux rentrant au montant, qui montent vers Montréal, eux autres prennent de l'autre côté de la ligne magenta. Alors, ils s'en vont dans l'autre direction. Alors, c'est séparé comme les couloirs d'avion. Alors, il n'y a pas de danger que les bateaux se frappent avec les instruments modernes qu'ils ont aujourd'hui. Alors, vous pouvez voir ça dans le Saint-Laurent. C'est très important pour les navigateurs d'observer ces choses-là et de savoir les comprendre. Par exemple, pour les plaisanciers, nous, on peut les traverser, ces lignes-là, mais il est toujours recommandé de les traverser perpendiculaires à la ligne pour arriver le plus vite possible en dehors des couloirs de circulation maritime. C'est des conventions qui ont été faites, mais ce n'est pas une question de profondeur, parce que les profondeurs sont assez grandes dans le Saint-Laurent. D'ailleurs, plus on s'en va, plus ça s'approche de la terre. C'est des conventions qui ont été faites. Vous allez voir vers Gaspé, là, où on passe, là, on a été surpris des fois, Pierre et moi,
de voir qu'un gros bateau de croisière nous passe à peu près à 3-4 milles de côte. Il est dans sa ligne. Dans les instruments de navigation, ben dans le passé, on marchait au sextant. Avant ça, c'était à l'octant, puis et ainsi de suite. Mais le sextant, c'était un petit peu... disons que c'était un bon instrument de navigation qui était relativement précis quand il faisait beau. Et s'il n'y avait pas de beau temps, s'il n'y avait pas d'étoiles, à ce moment-là, il était inutile. Alors les navigateurs, à ce moment-là, ne pouvaient plus naviguer avec le sextant. Les anciens instruments qui sont encore plus vieux que ça, qui dataient des Romains, c'était la réflexion sur un prisme. Les Vikings qui sont venus au début voyageaient avec un prisme, un quartz, qui enlignait les rayons du soleil toujours dans la même direction. On appelait ça une pierre de soleil ou une pierre de lune. Alors, ça leur donnait la bonne direction. Ce qu'il faut comprendre avec le sextant, c'est que si on s'en va sur la route, bien, si on a 2 points de repère, on croise 2 lignes et on sait où on est. Mais quand on est en 3 dimensions, ça te prend une 3e ligne. Et souvent, sur les océans, la 3e ligne, elle va venir du soleil ou de la lune. Okay? Pour pouvoir avoir les coordonnées d'un point de 3 lignes de rencontre pour se situer. Il y a aussi la navigation avec les amers, avec les phares, avec tout ce que c'est que les clochers d'église, les sondes. Je pense que tous les marins ont expérimenté ça dans leur vie un peu, surtout ceux-là qui naviguent depuis un bout de temps. Je me souviens, on naviguait sur la rive sud et puis on naviguait au sondeur. On avait peut-être 4 marines pour naviguer au sondeur. On regardait ce que c'est qui se passait autour. On n'avait pas le choix. On n'avait pas d'instrument. Après ça, il est venu le RDF. Le RDF, c'était Radio Direction Finder. Ça dit bien son nom. Il fallait... cet instrument-là se servait des postes de radio que l'on écoute, par exemple, CJBR Rimouski, CHLC Haute-Rive et puis Matane. On prenait cet instrument-là et puis on l'orientait vers le poste de radio à peu près. Puis quand on perdait l'émission de radio, on avait un point. Alors, il fallait se tourner vers Rimouski, la même chose. Quand on perdait l'émission, on avait un autre point. Et on faisait la même chose sur Matane, sur Haute-Rive. Fait qu'à ce moment-là, avec les 3 points, on pouvait naviguer, savoir notre position. C'est assez embêtant des fois. La précision manquait. Approximative. Et ça date des années 60. On est rendu dans les années 60. C'est pas loin. Je pensais peut-être... Moi, je l'avais fait avec Jean-Paul Harris. Je ne raconterai pas tout parce que... Il y a eu le Laurencé puis le radar. Le Laurencé, ça, par exemple, on avait des tours dans le Maine qui nous envoyaient des ondes, des signaux. On avait une carte et on se repérait à l'intérieur de ça. Encore là, c'était de l'imprécision. Aujourd'hui, on est gâtés. On a les GPS qui nous disent où ce qu'on est rendu, les radars, les systèmes AIS qui nous disent où sont les bateaux, puis on a tous les instruments de navigation. Mais il reste qu'encore qu'à bord des bateaux, des cargos, ils étaient obligatoires. Si je me souviens, encore il y a 5 ans, le sextant était encore obligatoire. Et ils étaient encore dans les cours des navigateurs. Alors, pour dire que les vieux instruments ont encore leur place, parce qu'on ne sait jamais quand est-ce que l'électronique commence. Pierre, quand tu parlais tout à l'heure d'éco-sondeur, anciennement, on avait une ligne à plomb, un lead line, et puis on la laissait descendre. Ça nous donnait la profondeur. Et quand on remontait la ligne, on calculait le nombre de brasses. Brasses. Une brasse, 2 brasses, 3 brasses, etc. Et en plus, dans le fond de ça, de ce poids-là, on mettait souvent de la cire d'abeille ou bien une matière grasse pour connaître le fond de l'eau. Est-ce qu'on est dans le sable, est-ce qu'on est dans les roches? Ouais. Et en remontant, on savait ça. Vous pouvez examiner ces choses-là. Justement, il y a des artefacts à l'exposition de Surfips, là, où on voit ces choses-là anciennes. Ce qui nous amène à parler de la météo. Un peu. La météo était très changeante, mais vous le voyez, comme on parlait tout à l'heure à l'île Saint-Paul, on ne sait pas, on peut rentrer, puis il va faire beau, puis on va sortir, il va faire mauvais 2 heures plus tard. C'est comme ça dans le Golfe. C'était le même aussi un peu partout dans le Saint-Laurent.
peut-être un peu moins maintenant. Les observations nous montrent qu'il y a moins de brouillard qu'avant. Peut-être à cause du réchauffement de la planète, ou quelque chose comme ça, le réchauffement des eaux aussi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être partie de ça. Les zones de haute pression, quand il y a de la haute pression comme aujourd'hui, quand le baromètre monte, bien, ça favorise les vents du sud-ouest. Alors, dans nos zones, ici, c'est le vent du sud-ouest. Notre couloir du Saint-Laurent est très porteur du sud-ouest. Cette année, par exemple, on était un petit peu mêlés parce que le vent est venu de l'ouest du nord-ouest pas mal, mais normalement, ça vient du sud-ouest. Les basses pressions qui amènent le mauvais temps, ben, c'est le vent d'est. Quand nos grands-mères nous disaient ça aussi. Alors même aujourd'hui, les indicateurs météo, à part les postes de radio ou tous les différents sites de navigation de météo, les navigateurs se fient encore sur le ciel, sur les nuages, sur la luminosité, pour identifier quelle sera la météo demain ou après-demain. Alors, le type de nuage nous dicte quoi faire. La boucane foulée également. Oui, quand elle va du bon on le sait. Oui, c'est tous des éléments. Il faut être observateur. Les marins de l'époque l'étaient. C'était comme ça qu'ils naviguaient. Les courants, c'est un autre élément bien essentiel dans le Golfe et dans le fleuve Saint-Laurent. Je vais vous parler un peu des courants. C'est intéressant, par exemple, parce que tout le monde sait qu'il y a des courants dans le Saint-Laurent, mais quels sont les courants? Ça, c'est une autre affaire. On entend parler du courant de Jacques Cartier, on entend parler du courant du Labrador, mais qu'est-ce qu'ils sont exactement? Comment ça affectait la navigation pour les gens de l'époque aussi à la voile et les plaisanciers aujourd'hui? Alors, vous avez en rouge ici, en partant, les courants du Labrador. Alors, ces courants-là, qui descendent le long de la côte du Labrador, arrivent aussi au détroit de Belle-Île. Il y en a une petite partie qui descend dans le détroit de Belle-Île, mais je vais faire le tour ici. Et la partie nord de Terre-Neuve est alimentée par le courant du Labrador, qui retourne ici au sud de Terre-Neuve et remonte faiblement vers le nord. Le Gulf Stream est le courant chaud qui passe du sud, du Mexique, du Golfe du Mexique, et puis qui s'en vient et qui retourne vers l'Islande et vers les Açores et vers l'Europe. Le courant du Labrador qui passe ici dans le détroit de Belle-Île est un courant qui est relativement fort à l'entrée du Belle-Île, mais après ça diminue considérablement tout le long de la côte ici et il s'en va vers cette île jusqu'à Pointe-des-Monts. Rendu à Pointe-des-Monts, le courant traverse. Il ne s'en va pas plus loin, il traverse. D'ailleurs, on l'observe à la voile lorsqu'on navigue. On a toujours un courant en traversant, mettons, de Saint-Anne-des-Monts à Pointe-des-Monts, un courant de 3/4 de nœud qui nous fait face. Alors, c'est le courant qui traverse, le courant du Labrador, et il prend le courant du Jacques-Cartier qui est le long de la Gaspésie. Ce courant-là est de 2 nœuds environ en moyenne, supposé, mais il arrive ici à la pointe de Gaspé, entre Cap-des-Rosiers et Gaspé, puis là, il est à 5 nœuds à peu près, ce courant-là. Alors, ce courant-là va sortir du Saint-Laurent, mais à faible intensité. Alors, c'est ça les fameux courants. Fait que les navigateurs étaient obligés de suivre ces courants-là. Ils arrivaient d'Europe, encore une fois, ils s'en venaient ici, ils rentraient, mais là, il n'y avait pas le choix. Là. Ils ne pouvaient pas passer par en haut. Fait qu'ils passaient ici et ils s'enlignaient vers le nord d'Anticosti, où le courant était plus faible, un petit peu, cette partie-là. Ils allaient rejoindre cette île, et le courant les amenait jusqu'à Pointe-des-Monts. Puis le vent, alors le vent qui est rendu à Pointe-des-Monts, là, vous verrez par la suite ce que c'est ouvert faire. Ça, c'est un effet qui est mondial. Alors, ça part du courant du Mexique, ça fait le tour, la rotation de la Terre, ainsi de suite. Sur la Lune. Ouais. Ouais. Alors, c'est sûr que les courants sont aussi générés par les rivières qui arrivent dans le fleuve Saint-Laurent. Et, bien entendu, il y a la Terre qui tourne. Et tout comme on a les vents d'ouest qui sont dominants, parce que la Terre tourne dans un certain sens, bien le courant aussi va aller dans le fleuve Saint-Laurent, s'écouler vers l'est. Okay? C'est ça, par exemple, qui passe vers Summerside, l'île du Prince-Édouard. L'effet de Coriolis est là parce qu'il y a... Oui, l'effet de Coriolis est très bien
Quand on parle de l'effet de Coriolis, on prend l'exemple d'une tourniquette d'enfant. Si l'enfant est à bord de la tourniquette et que ça tourne, puis qu'il veut en sortir, et il sort de travers un peu, là, et il va se faire emporter. Il risque de tomber aussi. C'est des forces de Coriolis. Ce qui explique aussi, parce qu'il y a toutes les forces de la nature sont reliées à l'environnement. Ces forces-là sont où? Puis qu'est-ce qu'elles rencontrent? Si on prend l'exemple de la pointe des monts qu'on rencontre, ben c'est normal que le courant tourne autour de ça. Il rencontre un obstacle. Il va dévier. Dans le même sens que les vents aussi. Okay? Le vent qui rencontre une montagne, il va dévier. Okay? Oui, comment il s'appelle? Donc, Champlain a passé par ce point-ci, Jacques Cartier a passé, puis l'autre, Sébastien, comment il s'appelle? Cabot, qui a découvert l'île Saint-Paul, justement, en les années 1500, était au courant de ces courants-là. Oui, puis d'ailleurs, c'est ça une parenthèse, parce que Pierre et moi, et Robert avons fait le sud de Terre-Neuve à la voile. Il a donné des noms, tous les noms qui ont été là, c'est des noms français, hein, tout le long du littoral, ici, à partir de Port-au-Basque jusqu'à l'intérieur, ici, c'est tous des noms français. On peut, Pierre, si j'en peux en nommer quelques-uns. Il y en a un beau, c'est l'île aux morts. Okay. Rose blanche. Rose blanche. Rose blanche, François. Oui, Rose blanche, François, Grand Bruit, Grand Bruit. Alors, c'est des noms de petits villages qui sont plusieurs sont abandonnés aujourd'hui. Alors, ça complète pour les pas tout à fait, pour les courants. Oui. Je ne sais pas si vous vous rappelez Astrid, qui nous avait organisé des petits bateaux pendant oui. OK? Mais quand on lâchait les bateaux ici à Bécomo, mais ils se retrouvaient sur la rive sud dans le courant qu'on voit violet qui longeait à Gaspésie pour retrouver les petits bateaux aux îles de Madeleine. OK? C'était expliqué par les courants. Pierre-Philippe mentionnait les rivières tout à l'heure, juste pour terminer, c'est le courant. Parce que le fleuve Saint-Laurent, c'est une rivière, dans le fond. Hein? C'est une grosse rivière. T'sais. Alors, on peut penser que les courants sont excessivement forts. Quand mettons, à partir du Saguenay, ici, les courants sont forts. Si on s'en va vers la traverse Saint-Roch, traverse Richelieu, on peut prendre des courants qui vont jusqu'à 10 nœuds dans certains endroits, avec les marées. Ça fait l'entonnoir aussi. Oui, effectivement, regarde, Pierre. On passe Alors, justement, Pierre-Philippe arrive à point. Ça, c'est une carte tirée du livre du Service hydrographique du Canada. C'est la table des courants qui part de Trois-Rivières aller jusqu'à Cap-Bon-Désir. Alors, j'ai pris, pour vous illustrer facilement quels sont les courants qu'on rencontre dans la région de Tadoussac. Ça, c'est ici, c'est le Cap Bon-Désir à Saint-Siméon. Alors, vous avez le Cap Bon-Désir qui est là, Saint-Siméon, la rivière Saguenay. Et c'est une photo, si on veut, des courants lorsque la marée est à 1 heure, de 0 à 1 heure, est à basse mer à Pointe-au-Père. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le coin du Saguenay? Alors, vous pouvez voir ici en rouge, c'est des courants qui vont jusqu'à 5 à 7 nœuds, qui descendent le long ici de l'île aux Lièvres et qui s'en vont sur la rive sud, à l'île Verte, ensemble. De même qu'ici, passé l'île Rouge, il y a des courants qui s'en vont. Et les courants s'en vont vers le sud pour alimenter le fameux courant de Jacques Cartier que je vous parlais tout à l'heure. Les courants à l'embouchure du Saguenay. Vous voyez la force de ces courants-là qui descendent ici. Alors, tout le long. Alors, pour un navigateur, remonter ça, là, avec des bateaux à voile dans le temps, il fallait que je jette l'ancre à quelque part. Il n'y avait pas le choix, il fallait qu'attendre le montant pour passer. Je ne sais pas si Pierre-Philippe, tu peux penser une autre. Alors, ça, c'est à la marée haute à Pointe-au-Père. C'est-à-dire que la marée est montante dans ce coin-là. Le même endroit qui est de Cap-Bon-Désir à Saint-Siméon. Alors, vous voyez la renverse du courant. Et c'est moins fort. Le montant est moins fort que le descendant. Alors, mais les marins pouvaient monter avec le voilier le long de ces îles-là. C'est la même chose qu'à Québec. Alors, il fallait qu'ils calculent le marée.
Et ce livre-là, je l'ai prêté au Draken l'an passé, le Drakkar qui est venu. Et vous voyez les notes en haut du capitaine du bateau, il a écrit à quelle heure passer, à quelle heure je vais faire mon chemin. Et puis il a fait Bécomo Québec dans 24 heures. Ça fait faut dire que si tu es bien organisé, tu es un bon marin, les courants, tu peux les éviter. Et c'est ce qui rend la voile intéressante. C'est plaisant pour nous autres de calculer toutes ces choses-là et de dire, mais nous, on a des moteurs, mais eux autres, ils n'avaient pas. Fait imaginez comment ça pouvait être à l'époque. Ouais. Les anciens navigateurs avaient l'habitude de dire la petite voile, il faut faire avec le vent. Sans ça, ça n'avance pas. Un autre élément important un autre élément très important, c'est les glaces. Nous, on n'y pense pas beaucoup à l'élément des glaces pour la navigation. Et dans le passé, c'était important. Les goélettes ne naviguaient pas l'hiver. Au mois de novembre, ils étaient tous sortis du golfe et puis ils revenaient au mois d'avril ou au mois de mai, quand la saison des glaces commençait. Nous autres, même ici sur la Côte-Nord, je parle de Bécomo aller jusqu'à Blanc-Sablon. On a été immobilisés par les glaces jusqu'à dans les années 60. Justement, en 1960, il y a eu des pressions de fait par les industries locales. À l'époque, Québec North Shore Paper, Canadian British Aluminium, Cargill qui s'installait, l'Iron Ore. Ils ont formé une association. Une association qui a porté ses fruits, ça c'est vrai. Ça s'appelait l'Association interindustrielle Côte-Nord. Et le président à ce moment-là était Bob Schmoe de Québec North Shore. Ils ont fait des pressions pour avoir le déglaçage dans le Saint-Laurent. Et ils ont obtenu le déglaçage en 1960. Ça a été toute une révélation pour nous autres, pour la Côte-Nord. Ça a été un élément bien important pour le golfe Saint-Laurent. Je ne sais pas si les jeunes s'en souviennent, peut-être doivent s'en souvenir, mais il y avait des gens ici, on avait de la glace, c'était bouché d'un dur, il n'y avait aucune navigation. D'ailleurs, la compagnie Québec North Shore avait construit l'immense entrepôt que vous voyez là pour entreposer le papier durant les jours d'hiver, pour livrer au New York News au printemps, à force de bateau. Fait qu'on entreposait tout le papier dans les entrepôts durant l'hiver. La production de 2 machines. C'est montrer comment ça avait un impact négatif pour nous autres. Et avec le déglaçage, dans les années 60, est venu le bateau-rail. En 78. Il est venu aussi, tous les traversiers se sont amenés à ce moment-là. Le Père Nouvelle a commencé dans les années 60. Alors, ça a été un déblocage très important pour la Rive-Nord, la situation des glaces. Même encore aujourd'hui, on a de la difficulté avec la navigation d'hiver sur le Saint-Laurent, malgré nous, on pense que ça va bien, on ne voit pas grand-chose, ça va bien, nos bateaux passeurs traversent, mais avec la fonte des glaces dans le nord, dans l'Arctique. Je ne sais pas si vous avez lu récemment, la mission d'Amundsen a été cancellée pour cette année à cause de l'absence de glace dans le nord. Mais cette glace-là, les glaciers fondants amènent des icebergs qui s'en vont dans la région du détroit de Belle-Île. Et à ce moment-là, la desserte de la base Côte-Nord a été interrompue pendant un bon bout de temps. Il vient de reprendre, simplement encore. Il y a beaucoup de glace et d'iceberg. Alors, l'Amundsen est venu travailler dans ce secteur. Alors, la fonte des glaces commence à avoir de l'importance, la fonte des glaciers. On l'a vu dans notre séjour au Groenland, où il faisait 25 degrés au mois d'octobre. 25 degrés. Oui, c'était les brises-glaces. Le déglaçage, c'était les brises-glaces qui sont amenés sur le Saint-Laurent avec le vieux Montcalm de d'Iberville à l'époque. Ces navires-là étaient affectés ici dans la région de Bécomo. Parce qu'avant ça, il n'y avait pas de circulation de traversier. L'hiver, la prédominance des vents, si on regarde une rose des vents là, tout à l'heure, c'était intéressant cette question-là. Peut-être un peu plus tard qu'on la verra. Mais je vais vous expliquer que les vents l'hiver sont différents de ceux de l'été ou de l'automne ou du printemps.
les prédominances, l'hiver, c'est de l'ouest. Alors, le vent d'ouest prend la glace, l'amène sur la rive sud. C'est pour ça que la glace se corde sur la rive sud. Ce qui nous amène aussi à parler que souvent, les glaciers au nord du Labrador descendent. Puis on peut les voir. Puis il y en a même quelques-uns qui prennent le détroit de Belle-Île. On va les rencontrer jusqu'à Natasha Pond, ces glaces-là. Même en juillet, ils vont suivre des courants. Oui, très intéressant, c'est vrai. Mais la majorité sont venus à quel endroit déjà? La majorité se ramasse dans la baie de Notre-Dame. Ici, on peut voir le grand courant, les courants très forts ici du Labrador qui s'en viennent alimenter les glaciers dans ce coin-là. Et puis, on en compte même à Saint-Jean-de-Terre-Neuve. D'ailleurs, il y a une petite brasserie à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, si vous y allez, qui se vante de fabriquer de la bière à partir de l'eau du glacier, qui est devant. Devant le village. Fait que c'est ça. Alors, on va passer à un autre élément bien important, c'est les vents. Je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est ce qui a dicté la navigation sur le Saint-Laurent. Je suis un peu tard. Je pensais que ça va vite. On est dans le temps, Pierre, on est dans le temps. Vous avez des roses des vents ici. Les roses des vents avec les étendues. Plus la ligne est longue, plus la fréquence du vent provient de ce secteur-là. Alors, vous avez le nord. Je prends juste Cape Race ici, vous allez voir. Le nord est ici, le sud est là, le sud-ouest, l'ouest et l'est. Alors, ça, c'est des données qui sont cumulées sur un grand nombre d'années. Je n'ai pas Bécomo, malheureusement, mais on l'avait fait pour la Marino en 1982-83. Si on avait ce Rose des vents-là, qui est publié par le service météorologique des aéroports. Alors, vous voyez la prédominance des vents en rentrant ici. Cape Race, ici, Terre-Neuve. Alors, vous aviez un beau vent du sud-ouest, très fort. La fréquence est très forte. Il y a beaucoup de vent du sud-ouest, il y avait du vent d'est aussi. Alors, les bateaux avaient pas mal de facilité à rentrer, pas loin ici de l'île Saint-Paul, en face de Port-au-Basque. Là, ils filaient. Ils s'en allaient avec le sud-ouest jusqu'à Anticosti. Ils passaient à Anticosti. Ils se ramassaient à cette île. Regardez la prédominance de cette île. On voit que le vent vient du nord et il y a du vent d'ouest aussi. Alors, ce qu'ils faisaient, les bateaux, à ce moment-là, ils viraient ici à cette île et ils s'en venaient le long jusqu'à Pointe-des-Monts. À Pointe-des-Monts, on peut prendre celle-là de Montjoli qui peut nous indiquer pas mal ce que c'est qui se passait. Là, il y avait du sud-ouest. Fait que là, les bateaux étaient obligés de tricoter sur le long du fleuve Saint-Laurent. Alors, c'était ça, le voyage jusqu'à Québec. J'allais faire ça. Fait que, conjuguer les vents avec les courants, les bateaux étaient favorisés de faire cette route-là. Après ça, ils laissaient le courant ici, le courant les amenait par le sud, fait qu'ils prenaient un petit peu de courant, puis après ça, ils naviguaient au sud-ouest tout le long. Sauf s'il il faisait mauvais, là, ils frappaient du vent d'est, puis là, avec le vent d'est, là, ils portaient directement sur Québec. Mais le vent d'est amenait son lot de complications parce que sur la Côte-Nord, par exemple, on peut expliquer un grand nombre de naufrages vu pas la témérité, mais peut-être le manque de connaissance des navigateurs de l'époque. Les gens arrivaient vers cette île, prenaient l'ouest, mais si le vent virait à l'est, à ce moment-là, il était proche de la rive, il se faisait porter sur les récifs. Par exemple, c'est pour ça qu'il y a eu de l'oseux d'un paquet, le Pointe-des-Monts, c'était pas facile avec ces bateaux-là de naviguer. Alors, il y avait ces dangers. Même chose sur Anticosti, c'est pour ça que le long du sud d'Anticosti, c'est là qu'il y a tous les épaves sont toutes là, c'est d'Anticosti, ou la plupart. Parce que avec du beau sud-ouest, les gens ne se méfiaient pas, mais le vent Anticosti, il sort du Saint-Laurent, puis il peut monter jusqu'à 35, 40, 45 nœuds. Alors, ces bateaux-là, moi, j'ai vu par expérience, ils ventent en gonflure dans ce secteur-là, quand ils ventent. Alors, c'était des dangers que les gens fallait qu'ils observent. Le dernier item, c'est les hauts fonds sur le Saint-Laurent. Ça, c'est relativement court. On explique les hauts fonds. Il y en a toutes les sorties de rivières, autour de toutes les îles, dans le Saint-Laurent. Puis plus on s'en va vers Québec, plus il y a des hauts fonds. À la sortie de Manicouagan, ici par exemple, vous avez les battures de Manicouagan. Vous allez à Bercimis, il y a une batture au large.
Vous allez à Port-Neuf, il y a une autre battue. Il y a des bouées à chaque endroit. La même chose dans le coin de Tadoussac. La toupie, c'est au fond, ça? Oui, c'est le Haut-Fond-Prince. Au fond. Ouais. Puis la battue aux Alouettes qui est de l'autre côté, le Haut-Fond-Prince. Puis Comme la carte, là. ouais. Alors, on les voit bien ici. C'est au fond là. Les Alouettes, puis le Haut-Fond-Prince, c'est ce coin-ci. Et puis alentour de l'île Rouge. À l'île Verte, il y a des hauts fonds ici aussi. Il y en a à l'île aux Lièvres, au Brun-des-Potes. Plus on s'en va vers Québec, plus il y en a. À partir de combien de pieds qu'ils appellent ça des hauts fonds? À partir de combien de pieds? Y a-t-il une règle? Non. Je sais pas. La règle est simple. Si tu t'accroches, c'est en haut. En pensant simplement. Ouais, c'est ça. Mais en pensant simplement que, je vais donner l'exemple de la rivière Natashquan. Les gens traversent la rivière, la grande rivière Natashquan, mais là aussi, il y a des hauts fonds. Mais à marée basse, c'est tellement proche qu'un simple canot peut accoter. Alors, il faut y mettre une vigie en avant, puis tasse à gauche, va à droite, à bord, à tribord, pour finalement se rendre de l'autre côté de la rivière. Okay? Mais effectivement, là, c'est une très bonne question. Les hauts fonds, c'est parce qu'ils sont dangereux. C'est une accumulation de sable. Sur les cartes marines, quand on voit que la carte est bleue, on n'y va pas. Ouais. C'est quand ça couvre en marée haute aussi. Oui, quand ça couvre en marée haute, effectivement. Ouais, ça devient. Alors, voilà, en un petit court de temps. Fait que ça complète la présentation. On a un beau Saint-Laurent. Il est difficile à naviguer, mais il est plaisant et il est passionnant.